L'escarpement du Niagara. Des centaines de kilomètres de panorama à couper le souffle. Ce très ancien mur de pierre résiste farouchement à l'usure du temps. Il appose sa marque sur la région des Grands Lacs, du lac Ontario au lac Michigan. C'est un paysage spectaculaire et magique qui parle de récifs coralliens tropicaux âgés de millions d'années, de glaciers gigantesques et de fascinantes légendes autochtones. Sauvage, enchanteur et éternel, l'escarpement du Niagara est un véritable chef-d'œuvre géologique. L'escarpement du Niagara est une ancienne crête tortueuse de 725 km de long et d'une hauteur maximale de près de 500 mètres. Il serpente à travers la région des Grands Lacs, au cœur de l'Amérique du Nord. Il part du nord de l'État de New York, sur la rive américaine du lac Ontario, remonte vers le nord-ouest de la province canadienne de l'Ontario, longe les lacs Huron et Michigan et se perd après Green Bay dans le Wisconsin. Dans son état actuel, cet immense arc de cercle est l'un des trésors géologiques de l'Amérique du Nord. Et incontestablement, les chutes du Niagara représentent son plus beau fleuron. Ce phénomène de la nature chevauche la frontière entre le Canada et les États-Unis. Il fait partie de la rivière Niagara, un cours d'eau de 58 km qui relie le lac Erie au lac Ontario. Les eaux de 4 des 5 grands lacs se précipitent dans l'abîme pour se déverser dans le lac Ontario et au-delà. Du nord au sud, la rivière présente un dénivelé de 100 mètres. Et c'est ici qu'elle perd plus de la moitié de son altitude. La ligne de crête des chutes ne couvre que 600 mètres des 725 km de l'escarpement du Niagara. Mais leur beauté spectaculaire en a fait l'une des destinations touristiques les plus recherchées d'Amérique du Nord. C'est la seule partie de l'escarpement que la plupart des gens ne verront jamais. Son histoire géologique et sa composition ne sont pas différentes du reste de l'immense formation rocheuse. Excepté une chose, l'eau. Plus de 170 000 mètres cubes. C'est le volume total qui se jette du haut des chutes américaines et canadiennes à chaque minute. Davantage que le volume d'une piscine olympique à chaque seconde. La plus grande partie de cette eau plonge de cette crête, du côté canadien. La chute du fer à cheval tire son nom de sa forme.
Elle fait 54 mètres de haut pour une largeur de plus de 600 mètres. Les chutes du Niagara sont nées il y a environ 12 000 ans, lorsque l'eau de fonte des glaciers s'est écoulée dans l'actuelle rivière Niagara. Aujourd'hui, la rivière se jette dans le vide à près de 10 mètres par seconde. L'érosion est plus forte ici qu'en tout autre point de l'escarpement. Il y a 12 000 ans, les chutes se trouvaient à 11 km en aval de l'emplacement que nous connaissons. Au début du XXe siècle, le taux d'érosion était d'environ 1 mètre par an. Depuis, il a été artificiellement réduit à 30 cm du côté canadien. Cette intervention humaine n'a pas uniquement pour but de protéger la splendeur d'un site unique au monde. Outre la manne touristique, les chutes du Niagara produisent de l'énergie hydroélectrique très rentable, une ressource à préserver. Une petite partie du fer à cheval est située du côté américain, ainsi que 2 autres sections des chutes. Avec une largeur de 17 mètres, le voile de la mariée est la plus petite. Elle a été baptisée ainsi à cause de sa ressemblance frappante avec un voile de mariée. Un fragile bout de terre la sépare des chutes américaines, beaucoup plus grandes, qu'on peut contempler de la tour d'observation de Prospect Point dans l'État de New York. Haute de 55 mètres, elles s'étendent sur 330 mètres de large. C'est sans doute ici qu'ont eu lieu les travaux les plus mémorables de l'histoire des chutes du Niagara. En 1931 et en 1954, des fragments de rochers tombent au pied des chutes américaines. Tout le monde craint qu'à force de ronger la falaise, l'érosion ne transforme cette partie du site en une série de rapides peu attractifs. L'économie locale aurait du mal à s'en remettre. En 1969, on fait appel aux ingénieurs de l'armée pour retenir toute l'eau des chutes américaines. Mission accomplie. Pour détourner le flot, les militaires utilisent près de 30 000 tonnes de pierres pour construire un barrage de 180 mètres de long. Le résultat offre une vision étrange. La couverture de dolomite de l'escarpement du Niagara est mise à nu. Le robinet géant fermé, il dégage une partie des rochers tombés au pied des chutes afin de leur rendre leur aspect original. Pour prévenir l'érosion, il comble mécaniquement certaines fissures de la falaise. En novembre de la même année, après avoir recueilli un maximum d'informations et de données, il dynamite le barrage. Aujourd'hui, le débit est de 280 000 litres par seconde. C'est presque inimaginable, mais cela ne représente pourtant que 10% du volume total se déversant des 3 chutes. Dans toute leur gloire, les chutes du Niagara sont d'une beauté saisissante. Et l'escarpement qui les porte est l'une des plus grandes merveilles géologiques de la planète. L'origine de ce dernier est à chercher sous l'eau. Pour comprendre l'escarpement, il faut remonter très loin sur l'échelle des temps géologiques. Durant des millions d'années, la croûte reste relativement stable sous le bassin du Michigan. Elle fléchit très lentement pour former un bassin géant de 770 km de diamètre. Au Silurien, il y a 450 millions d'années, ce vaste bassin était une immense mer intérieure. Si on était là il y a 450 millions d'années, on aurait cette conversation dans un bateau. L'époque du Silurien se situe 200 millions d'années avant l'apparition des dinosaures.
Les animaux vertébrés commencent à peine à peupler les océans. Le bassin du Michigan est le nom donné par les géologues à cette paisible mer intérieure. Il représente l'une des rares périodes de calme géologique dans cette région de la planète. Notre histoire géologique comporte des épisodes violents où des montagnes s'élèvent et d'autres plus tranquilles où les mers recouvrent la majeure partie du Canada. Pensez aux récifs des Caraïbes, à des eaux turquoises et limpides. À une époque, c'était le paysage de vastes zones du pays, parce que les montagnes n'étaient pas en formation. L'activité tectonique était nulle. L'escarpement du Niagara et tout le sud de l'Ontario témoignent de ce qui a peut-être été la période la plus calme de l'histoire du Canada. Il y a 400 millions d'années, ces immenses mers intérieures couvraient pratiquement tout le pays. Et il n'existe aucun équivalent moderne dans le monde. Durant le Silurien, la plaque continentale nord-américaine se trouve à une altitude plus basse qu'aujourd'hui. Sous l'action des forces géologiques, le bassin du Michigan s'affaisse au centre et remonte sur les bords. Le niveau des océans s'élève. Le climat se réchauffe. Baignée de soleil, la vaste mer peu profonde se transforme en incubateur géant. Une période explosive dans l'évolution de la vie marine s'amorce. Des choses étonnantes se produisent. Des récifs de corail se forment. Les tout premiers poissons dotés de squelettes cartilagineux apparaissent. Sur la terre ferme, des plantes commencent à pousser. Puis des créatures à respiration aérienne, comme les mille-pattes, les scolopendres et les premiers arachnides, participent à la création de la première chaîne alimentaire terrestre. Cet écosystème primitif prospère pendant des millions d'années. Un nombre incommensurable d'animaux marins vit et meurt ici, tandis que les rivières qui alimentent la mer intérieure apportent du sable, de la vase et de l'argile. Les coraux et les coquillages s'accumulent, ainsi qu'un dépôt de calcium croissant. Les couches commencent à durcir. Le temps passe. Le sable devient du grès. L'argile devient du schiste. Le carbonate de calcium devient du calcaire. Le magnésium de l'eau s'infiltre dans les couches de boue de carbonate de calcium et crée de la dolomite, une roche semblable au calcaire, mais beaucoup plus dure. Ces couches de roches si différentes se déposent l'une sur l'autre. Le niveau de l'ancienne mer varie fréquemment, tout comme l'emplacement de la côte. Peu à peu, la mer s'assèche. Et il y a environ 200 millions d'années, le paysage est totalement transformé. Ces strates multimillénaires forment les fondations de l'escarpement. Il faut bien comprendre que dans la mer, les couches s'empilent les unes sur les autres au cours de millions d'années. De nombreuses couches de sédiments s'accumulent ainsi dans la mer silurienne peu profonde. Puis la déformation du bassin les soulève au-dessus de la surface et le bord exposé forme un escarpement. Le bord est désormais visible. Les couches supérieures, composées de récifs et d'organismes vivants, se sont formées grâce à un apport considérable de magnésium. C'est donc du carbonate de calcium, du calcaire, avec un ingrédient secret, le magnésium, et c'est beaucoup plus dur. La roche des plaques supérieures du bassin est très dure comparée à celle du dessous, plus tendre.
La disparition de la mer intérieure entraîne d'autres modifications géologiques dans la région. Le bord du bassin du Michigan se soulève. C'est la première manifestation physique de l'escarpement du Niagara tel que nous le connaissons. Des millions d'années d'érosion rongent le paysage. Les strates de roches tendres comme le calcaire et le schiste disparaissent. Mais la dolomite est plus coriace. Si coriace que même les assauts ravageurs du temps n'ont pas prise sur elle. Durant 200 millions d'années, elle protège les roches tendres d'événements catastrophiques. Mais il est une force de la nature qu'elle ne peut pas combattre. La glace. D'immenses calottes glaciaires descendent vers le bassin du Michigan. À bien des égards, les événements des 2 derniers millions d'années, assez récents pour un géologue, sont les plus importants, parce qu'ils ont vu l'avancée répétée des calottes glaciaires. Je ne vous parle pas de ce qu'on trouve dans les patinoires, mais de couches de 3 ou 4 kilomètres d'épaisseur. Et celles-ci se déplacent en entraînant des débris, ce qui en fait des agents d'érosion très efficaces. Tous les lacs importants situés en bordure du bouclier canadien, y compris les grands lacs, ont été creusés par la glace. Ce sont donc les 5 dernières minutes à l'échelle des temps géologiques qui ont eu l'impact le plus considérable sur le paysage du Canada. La région est écrasée sous ces monstrueuses chapes de glace durant 2 500 000 années. La glaciation la plus récente date d'il y a 1 million d'années. Et 4 glaciers ont traversé ce paysage. Le dernier, il y a 10 000 ans. Là encore, l'escarpement supportait 3 500 mètres d'épaisseur de glace. C'est un poids colossal qui racle le sol et exerce une forte poussée. De plus, un glacier transporte des rochers dont certains font la taille d'une maison. Sa semelle est donc très abrasive. C'est comme un tampon à récurée monumentale qui gratte le paysage et qui le sculpte. À certains endroits, il est ondulé comme s'il avait été labouré, creusé partout où il présentait une faiblesse. À d'autres, on dirait que quelqu'un s'est amusé à les rafler et à le façonner. Il est clair que les glaciers ont laissé leur empreinte. Quelques milliers d'années plus tard, les glaciers qui ont conquis la Terre commencent à reculer. Les géants fondent. L'eau, figée depuis des millénaires, forme des bassins à leurs pieds. Le flot grossissant fait sauter les verrous de glace l'un après l'autre. Le réchauffement des températures provoque de violentes inondations. Et enfin, la région des Grands Lacs est libérée de son carcan glacé. Soulagé de son fardeau, l'escarpement du Niagara continue à se soulever. C'est une masse phénoménale qui pèse sur la Terre. Avec le retrait de la glace, ce poids a disparu. C'est comme quand on retire son doigt d'une éponge mouillée, elle reprend lentement sa forme. C'est ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. Et il s'est produit ici. Il se poursuit d'ailleurs en ce moment même. On remonte d'environ 30 cm par siècle. Et il nous reste 40 mètres à faire pour que le sud de l'Ontario retrouve son niveau d'avant les glaciers. L'écosystème de la région est intimement lié à sa géologie mouvementée.
L'eau s'écoule de la roche pratiquement partout sur l'escarpement. D'anciens cèdres s'y désaltèrent, précairement accrochés à la paroi. Certains ont près de 2000 ans. Pour les humains comme pour les loups, ces falaises servent de poste de guet pour repérer les immenses troupeaux de caribous qui pâturent beaucoup plus au sud durant les périodes froides. Des traces d'habitat humain datant de 13 000 ans ont été trouvées parmi ces rochers. L'escarpement est parsemé de colonies, de villages et de campements préhistoriques. Ces lieux ont vu naître de nombreuses légendes oubliées depuis longtemps. Mais ici, dans la péninsule Bruce, la tradition orale de certains peuples amérindiens perdure. Cet endroit appartient aux terres traditionnelles des peuples Saugeen, formés par l'alliance de deux tribus autochtones, les Chippewas de Newash et les Saugeen. C'est donc leur territoire ancestral. Et la région a été incluse dans cette province du Canada en 1854. C'est à ce moment-là que le nom a été changé de Saugeen-Nyashing, ou péninsule de Saugeen, péninsule indienne, en péninsule Bruce, en l'honneur de James Bruce, qui était gouverneur général du Canada à l'époque. Les tribus amérindiennes vivent le long de l'escarpement depuis des milliers d'années. Pour elles, certaines de ces étonnantes formations rocheuses représentent des sites sacrés. Les peuples autochtones ont une spiritualité très forte et leurs croyances sont profondément liées au paysage. Ce mélange de spiritualité et de géologie a été baptisé géomythologie. C'est l'étude des traditions orales forgées par les cultures pré-scientifiques pour expliquer les phénomènes géologiques. Je me suis toujours concentrée sur les histoires. Et le fait de travailler dans le parc national de la péninsule Bruce m'a permis de rattacher les histoires traditionnelles de mon peuple aux recherches géologiques en cours. L'une des plus saisissantes est celle du Standing Rock, le rocher debout. Le peuple Huron appelait l'au-delà le chemin du village des âmes. Ce chemin était marqué par un rocher appelé le Guetteur. Là, les morts attendaient leur tour pour franchir la porte de l'autre monde et pénétrer dans le village des âmes. Selon la légende, pour avoir accès au village des âmes, les morts devaient passer dans une cabane où attendait un homme nommé le perceur de tête. À leur entrée, celui-ci leur fendait le crâne, en extrayait le cerveau et le gardait par devers lui. Un conte macabre. Mais on croyait que le cerveau des morts devait être retiré comme droit de passage dans l'au-delà. C'était un acte de bonté, pour qu'ils n'apportent pas leurs souvenirs dans l'autre monde et ne regrettent pas leur vie terrestre. Ce rocher et ces grottes sont les représentations physiques de ce mythe. Aujourd'hui encore, le Standing Rock est une vision envoûtante. Il semble changer d'apparence selon l'éclairage et le point de vue. Voilà pourquoi on pense que les Amérindiens le considéraient à la fois comme le guetteur et le perceur de tête.
Les crevasses et les fissures qui mènent aux rochers étaient sans doute le point de jonction des mondes d'en haut, du milieu et d'en bas. Les taux d'érosion variables des différents types de roches contribuent naturellement à la création de ces formations uniques. Mais il existe une autre cause, l'hiver. L'eau suinte constamment de la roche depuis le haut de la falaise. Le calcaire est plein de fissures, de tunnels, de fentes et de crevasses où l'eau s'infiltre en permanence. Quand elle gèle à la fin de l'automne et en hiver, la glace se dilate et avec le temps, le gel et le dégel de l'eau dans les déchirures finissent par briser et effriter la paroi de la falaise. Au bout du compte, les blocs se détachent et s'écrasent sur la plage. Résultat, il y a de tout, des pierres grandes comme des assiettes sur lesquelles on a du mal à marcher, jusqu'à des rochers de taille impressionnante. Malgré son aspect imposant, l'escarpement recule, grignoté de l'extérieur par les vagues et les intempéries, et de l'intérieur par le cycle du gel et du dégel. Il est difficile d'imaginer qu'il aura disparu un jour, alors que les effets du temps sont précisément ce qui le rend si exceptionnel. À 6,5 km au large de la péninsule Bruce se trouve l'un des sites les plus remarquables de l'escarpement du Niagara. Flower Pot Island. Ces colonnes rocheuses formaient autrefois la paroi de la falaise. Des millions d'années d'érosion ont effrité la roche plus tendre, effritée par le vent et la pluie, la glace et le martèlement des vagues. Seule la roche dure a résisté, ces piliers qui ressemblent à des pots de fleurs. Ce site exceptionnel est situé dans le parc marin national Fathom 5, au milieu du lac Huron. Accessible uniquement par bateau, c'est un paradis pour les randonneurs et les explorateurs. Chaque pot de fleurs fait environ 18 mètres de haut. Il en existait un troisième, mais il s'est écroulé en 1903. Un jour, le temps aura également raison des deux derniers. En attendant, leur coiffe de solide dolomite tient bon. La puissance des éléments est irrésistible. Ils sculptent et burinent chaque centimètre carré de l'escarpement du Niagara et façonnent d'incroyables formations rocheuses. L'anse Indian Head s'ouvre juste au sud de Flower Pot Island. Elle est surplombée par Overhanging Point. La couche supérieure, la roche de couverture, est de la dolomite, beaucoup plus résistante à l'érosion que les roches plus tendres qui sont en dessous. Elles forment des plaques qui finissent par dépasser à mesure que le socle tendre est entamé. Quand on marche au sommet de la falaise, il y a un endroit où une pointe rocheuse s'avance au-dessus de l'eau. C'est un poste d'observation fabuleux. On a une vue panoramique sur le lac et tout l'espace environnant. C'est très impressionnant.
Ces paysages magnifiques ont un effet incroyable sur les gens. Quand on se tient au bord de la falaise, devant ce panorama, on ne peut pas s'empêcher de se sentir minuscule, tout petit. Et en même temps, on est rempli d'ondes positives. On se sent mieux, on se sent revigoré, on sait qu'on va rentrer chez soi plein d'énergie. C'est vraiment un bel endroit à venir visiter. Juste en dessous du surplomb, la vue est tout aussi fascinante mais très différente. Elle ouvre une fenêtre sur le passé. Il y a des millions d'années, le sommet de la falaise était au niveau de la mer. Les vagues et l'eau ont creusé la roche, elles l'ont véritablement ciselée et évidée. Beaucoup de visiteurs descendent sous le surplomb et découvrent cette formation géologique remarquable. Un mur rocheux, percé au cours des millénaires par les forces de l'érosion et l'action des vagues. Chaque année, les touristes sont de plus en plus nombreux à admirer de l'intérieur une structure naturelle datant de millions d'années. On est à 3 ou 4 heures de route de grandes villes et à 20 minutes du parking. Et on peut se retrouver complètement seul dans cet endroit absolument splendide. Avec cette vue sur les falaises, sur la baie géorgienne et sur cette nature intacte. C'est incroyable de trouver de tels paysages si près des grands centres urbains. Si on revient d'une dizaine d'années en arrière, la fréquentation du parc était d'environ 150 000 visiteurs par an. Depuis 8 ans, on assiste à une montée en flèche de la fréquentation, au point que le parc national de la péninsule Bruce accueille 300 000 visiteurs par an. Si on y ajoute Fathom 5, on arrive aux alentours d'un demi-million. Pour profiter pleinement de l'expérience, les touristes doivent être prêts à aller sous la terre ferme et à se mouiller. Voici la grotte. Ici, l'escarpement est vraiment remarquable. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au sud de la péninsule Bruce où on voit des cavernes, des dolines et d'autres particularités. C'est un paysage très frappant. La grotte est l'exemple d'une structure formée par l'action des vagues. C'est le battement des vagues contre le rivage qui l'a érodé et creusé. Certains endroits, comme cette roche à l'aspect de popcorn, portent la trace d'un ancien récif. Ils attestent qu'il y a 450 millions d'années, durant le Silurien, on trouvait ici des récifs. Pour les géologues, la grotte est l'une des pièces du merveilleux puzzle qui révèle la très ancienne histoire de la région. Durant des milliers d'années, elle a procuré un abri sur le rivage aux premiers humains vivant sur cette terre. Aujourd'hui, elle promet une excursion inoubliable aux randonneurs et aux plongeurs. Elle est cool, cette grotte. Elle est submergée. Il y en a beaucoup sur le rivage. Mais celle-ci est différente parce que l'entrée est visible. Les gens crapahutent jusque-là et ça vaut le détour. On se sent récompensé quand on arrive en bas et encore plus quand on ressort. Il y a une entrée sous-marine. La lumière qui pénètre par l'ouverture crée un reflet coloré. Les plongeurs connaissent son emplacement et ils passent par là. Elle a donc 2 entrées. Et c'est un bel endroit à voir. À leur première visite, les gens sont très étonnés de découvrir la pureté de l'eau. Sous ces latitudes nordiques, il est rare de voir de l'eau turquoise et cristalline.
La couleur de l'eau a de quoi surprendre. On se croirait en Méditerranée ou aux Antilles. Elle est totalement transparente. On peut voir à 20, 30, 40 mètres de profondeur jusqu'au fond. En termes clairs, l'eau, le H2O, est un corps chimique bleu. L'eau pure est un corps chimique transparent tirant sur le bleu. Ce que vous voyez est donc de l'eau presque dans sa forme la plus pure. Il y a très peu d'autres composants dedans. Très peu de vases qui changeraient sa couleur et la pénétration de la lumière, ou de vie comme des algues, du phytoplancton. Plus il y en a dans l'eau, plus sa couleur est altérée et moins la lumière pénètre. Dans des conditions normales, l'eau douce de la région n'aurait pas cet aspect. C'est le résultat de l'association unique de plusieurs facteurs. Cette eau a été filtrée. Les moules zébrés et les moules quaggas sont des espèces invasives qui ont colonisé les grands lacs. Elles ont entraîné tant de nutriments et d'énergie vers elles, au fond du lac, que celui-ci est moins productif. Au printemps, il aurait dû y avoir une prolifération d'algues et de diatomées qui auraient troublé la transparence de l'eau. On n'aurait pas pu voir aussi loin. Mais les algues ne prolifèrent pas et l'eau n'a jamais été aussi claire au printemps. Toute la chaîne alimentaire et la dynamique du lac en sont modifiées. Sans surprise, ces eaux offrent aux amateurs de plongée l'un des meilleurs spots d'Amérique du Nord. La visibilité est extraordinaire et la beauté des formations rocheuses immergées n'a rien à envier à celle de la terre ferme. Et puis, il y a les épaves. Des centaines d'épaves jonchent le fond des grands lacs. Certaines gisent à moins de 6 mètres de profondeur. On pourrait s'étonner de leur nombre, mais la voie navigable des grands lacs est une route de transport très fréquentée, qui mène jusqu'à l'océan Atlantique et subit de violentes tempêtes. Peu d'endroits au monde offrent aux explorateurs sous-marins un tel spectacle. Les visiteurs peuvent atteindre les épaves relativement facilement, même ceux qui n'ont jamais fait de plongée. Il faut absolument les voir. À cause de la transparence de l'eau, c'est une sortie exceptionnelle. Ces épaves sont protégées par les parcs nationaux canadiens et par la douceur de l'eau dans laquelle elles reposent. L'eau salée de l'océan n'est pas aussi clémente. Les vers marins qui creusent la coque finissent par la détruire. Mais pas ici. Un tel degré de préservation est rare et attire les plongeurs en masse. Ces navires figés dans le temps font de cet endroit l'un des meilleurs spots de plongée en eau douce du monde. Les plongeurs confirmés qui s'aventurent en profondeur remontent beaucoup plus loin dans le passé. Il y a 5 à 10 000 ans, avant la fonte totale des glaciers, la terre ferme, des rivières et d'impressionnantes chutes d'eau reliaient la péninsule Bruce à l'île Manitoulin, à quelques 80 km au nord. Si on retirait l'eau, on verrait ce qui ressemble à un réseau fluvial. C'est encore très évident au fond du lac et ça continue jusqu'à 90 mètres de profondeur. Et ce n'est que la surface des sédiments. Le substrat rocheux se trouve probablement à 100 mètres en dessous. À la préhistoire, l'eau de fonte des glaciers se déverse du lac Huron dans la baie Georgienne par une cataracte géante. Elle rugit si fort qu'on peut l'entendre à plus de 15 km à la ronde. Mais les glaciers continuent à fondre. Au pied des chutes, le niveau de l'eau ne cesse de monter. Les grands lacs voient le jour
et ces anciennes chutes d'eau, de taille à rivaliser avec celles du Niagara, sont complètement submergées. Pour les touristes qui préfèrent découvrir l'escarpement du Niagara au-dessus de la surface, il reste des chutes qui n'ont pas été emportées par la grande fonte. Celle-ci, par exemple, les chutes Inglis. Une superbe cascade qui dévale doucement un majestueux escalier rocheux de 18 mètres de haut, taillé par le temps et l'érosion. C'est ici que la rivière Sydenham rejoint l'escarpement du Niagara, près d'Owen Sound, en Ontario. L'eau filtre à travers le toit de dolomite et érode lentement la roche plus tendre dessous. Au cours des âges, des blocs de dolomite perdent leur soutien et dégringolent l'un après l'autre. C'est l'effet du dégel printanier. Et les chutes Inglis en sont le somptueux résultat. Elles font partie de la région reconnue réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Le concept de réserve mondiale de biosphère de l'UNESCO date d'une quarantaine d'années. Il vise à promouvoir les idéaux de la préservation. Le paysage subit de nombreux changements et je ne peux pas m'empêcher de penser à la clairvoyance de ceux qui ont anticipé l'importance de ce corridor. Sans ces mesures de protection, je ne sais pas si nous serions ici ou si quelqu'un ne nous chasserait pas de sa propriété. Mais le fait est que tout le monde peut venir l'admirer, établir un lien direct avec ce site et comprendre son importance. Les gens sont attachés à cette région parce qu'elle est authentique. Elle est réelle. On n'y a pas construit un parc à thème. On peut avoir froid, être mouillé, se cogner les orteils contre les rochers, nager, escalader les falaises. On voit des arbres, on entend des oiseaux. C'est réel. La péninsule a toujours attiré les gens. C'était le territoire de chasse des peuples autochtones. C'est là qu'ils récoltaient de la nourriture et des plantes médicinales. Ils pêchaient dans ces eaux, et d'ailleurs, ils le font toujours. Je crois que la splendeur sauvage de cette région les fascine et leur fait aimer la péninsule, au point qu'ils y reviennent encore et encore. J'emmène des groupes d'écoliers à l'anse Indian Head et à la grotte. Et quand on arrive sur le rivage, je les entends s'extasier. Ça me procure un grand plaisir. C'est toujours une journée de rêve quand je prends en charge un groupe d'enfants et que je leur montre cet endroit. C'est une expérience émouvante. On est touché. On ressent quelque chose. Un de mes collègues, qui avait emmené des visiteurs sur l'escarpement, m'a dit qu'une femme, une étrangère, a fondu en larmes. Comme il ne comprenait pas pourquoi, il lui a demandé si ça allait, s'il pouvait faire quelque chose. Elle était tellement bouleversée par l'immensité de l'espace et de l'eau, et l'étendue, l'ampleur de l'escarpement, que ça l'avait émue aux larmes. C'est quelque chose, c'est unique. Sur l'escarpement, l'immobilité peut être belle, spirituelle et effrayante tout à la fois.
Né en mer, griffé par la glace, rongé par le temps, l'escarpement du Niagara est un éternel chantier, un chef-d'œuvre géologique, un puzzle inachevé.